Thème 1 d'une mondialisation à l'autre, 18e-19e siècle, deuxième partie, géographie. Nous l'avons vu, la mondialisation est la mise en relation des différentes parties du monde. La mondialisation est un processus ancien qui s'est accéléré au 19e siècle et 21e siècle et transforme en profondeur les territoires et les sociétés. Mais quelles sont les caractéristiques et les effets de la mondialisation actuelle, après avoir vu dans la première partie celle du XVIIIe et du XIXe siècle? Tout d'abord, la mondialisation s'accompagne d'une urbanisation intense, avec une croissance spectaculaire des villes. On parle d'urbanisation. Aujourd'hui, la Terre compte 3,5 milliards de citadins, soit un homme sur deux. Il y a cependant des différences entre les différents continents et les différents pays. Ainsi, sur cette carte, on remarque que les pays développés ont une forte urbanisation, c'est-à-dire une part importante de la population qui vit en ville. Aux États-Unis, par exemple, en Europe ou encore en Australie. A l'inverse, les pays émergents ou en développement ont une urbanisation assez faible, c'est-à-dire une part plus faible de la population qui vit en ville. On remarque par exemple l'Afrique centrale ou encore l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. Mais toutefois, c'est dans les pays développés que la croissance des villes est la plus faible. Effectivement, le nombre d'habitants dans ces villes croît, mais de manière un petit peu plus réduite. Les pays émergents ou en développement, eux, connaissent une forte croissance de leurs villes, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes vont vivre dans les grandes villes et les grandes métropoles. Cette croissance modifie aussi les paysages urbains à travers le monde, et on voit apparaître des paysages communs aux métropoles mondiales ou métropoles mondialisées. Exemple, les quartiers d'affaires, comme ici le quartier de Shinjuku à Tokyo, le quartier de la Défense à Paris, ou encore le quartier d'affaires à Johannesburg en Afrique du Sud. Ces quartiers d'affaires sont aussi appelés Central Business District. Ces quartiers d'affaires s'accompagnent aussi de différentes activités, comme des centres commerciaux, les sièges sociaux d'entreprises ou les grandes banques, qui, associés à la présence d'aéroports internationaux, de réseaux ferrés avec des lignes à grande vitesse, ou de zones industrielles portuaires, permettent à ces villes mondialisées d'être un véritable lieu de commandement mondial connecté au monde. Autre point commun entre les métropoles mondialisées, le phénomène d'étalement urbain. La ville s'étale sur les espaces environnants, toutefois, les causes sont différentes entre les pays développés et les pays en voie de développement. Dans les pays développés, les citadins quittent les centres-villes vers la périphérie pour trouver un meilleur cadre de vie, de l'espace, des loyers moins chers. Dans les pays en développement, le phénomène est lié à l'exode rural. Ceci génère des paysages très différents suivant les niveaux de vie des habitants et le niveau de richesse des États. Par exemple, en France, on voit apparaître les lotissements pavillonnaires comme ici à Manille-le-Hongre, proche de Paris. Dans certains pays, on voit apparaître les bidonvilles, qui sont des quartiers avec des maisons fabriquées en matériaux de récupération, là où les infrastructures en eau, en électricité ou en assainissement manquent. On voit apparaître aussi aux périphéries des villes des activités qui nécessitent beaucoup d'espace, comme par exemple ici des aéroports à Las Vegas aux États-Unis, ou la présence de grands centres commerciaux et des parkings qui y sont associés. Dans ces villes aussi, on peut voir apparaître de fortes inégalités sociales, comme par exemple ici les logements sociaux délabrés à Neuilly, qui est un quartier riche de Paris, en Seine-Saint-Denis, ou encore les fameux bidonvilles de Santa Teresa, qui côtoient les quartiers chics à Rio de Janeiro, au Brésil. Pour ce phénomène, dans lequel des quartiers vont concentrer une certaine catégorie sociale, on va parler de ségrégation spatiale. Toutefois, toutes les villes ne connaissent pas une forte augmentation de leur population avec la mondialisation. Il y a des évolutions différentes suivant l'insertion de telle ou telle ville dans la mondialisation. Certaines villes, par exemple, connaissent un déclin de leur population, on parle de shrinking cities ou de villes rétrécissantes. L'exemple ici est la ville de Saint-Louis aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois. Cette ville a perdu 44% de sa population entre 1970 et 2000, ceci étant lié à la crise de l'industrie des États-Unis. Cette ville a connu donc un déclin démographique. Deuxième visage de la mondialisation actuelle, la mondialisation s'accompagne de mobilité humaine intense. Deux exemples peuvent être pris pour se rendre compte de l'importance et l'évolution des déplacements humains à l'échelle mondiale. Tout d'abord, les migrations humaines. Un migrant est une personne qui déplace son lieu de vie de manière permanente ou provisoire.
Mais voici quelques informations sur les migrants à l'heure actuelle. Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traversent une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. 66% des migrants partent d'un pays en développement pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul 1 sur 3 se déplace du sud vers le nord. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes. Ajoutons que ces migrants sont les meilleurs acteurs de l'aide internationale au développement. En 2010, ils ont transféré à leurs proches, restés au pays, 334 milliards d'euros. 4 fois plus que l'aide publique internationale au développement. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières? L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur où que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Voici pour les migrations humaines. Autre grand déplacement humain sur la planète et à l'échelle mondiale, le tourisme. Bonsoir Akima. Alors malgré les menaces terroristes, la fréquentation en Europe et partout dans le monde d'ailleurs est en augmentation. Ben oui, regardez ce premier chiffre, 1,18 milliard, c'est le nombre de touristes qui ont voyagé dans le monde en 2015 et il y a une augmentation. Il y a une augmentation de 50 millions par rapport à l'année 2014. Alors où sont allées ces personnes? Eh bien un petit peu partout, mais vous allez voir évidemment que les chiffres diffèrent en fonction des régions. La région la plus visitée, c'est l'Europe. Il y a aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie-Pacifique. Là, partout, on constate une augmentation de 5%. C'est une très bonne nouvelle pour le secteur. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Regardez, malheureusement, le mauvais score de l'Afrique, moins 3%, une baisse de 3%. Et c'est principalement dû aux mauvais résultats de l'Afrique du Nord. Il faut savoir que l'Afrique du Nord représente à elle seule un tiers des entrées touristiques du continent. Alors, normalement, évidemment, en Afrique du Nord, on connaît ces régions, ça a beaucoup de succès auprès des touristes, mais voilà, les attaques terroristes ont changé la donne. Il y a notamment le cas de la Tunisie, où on a encore en tête les attaques du musée du Bardo, c'était en mars, et puis dans cette station balnéaire près de Sousse, c'était au mois de juin 2015. Alors c'est difficile de faire la liste, mais les attaques les plus récentes ont eu lieu notamment en Égypte, c'était à Hurghada et aussi plus au nord évidemment en Turquie, à Istanbul où 10 touristes allemands ont malheureusement perdu la vie. Alors, à quoi s'attendre en 2016? Eh bien, selon l'Organisation mondiale du tourisme, à une hausse globale de plus de 4%, parce que selon cette organisation, eh bien, le sentiment de peur des touristes, voilà, c'est quelque chose qui est prévisible, qui est habituel, mais qui ne dure pas dans le temps. Merci beaucoup Justine Saut pour ces précisions et cette carte détaillée. Nous verrons ensuite en classe les raisons de cette augmentation du tourisme et aussi les conséquences que cela a sur les paysages et les aménagements des infrastructures liées à cette activité.